Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans les titres de ce 19h, cet effectif, les 26 trésors royaux, retrouvent leur terre d'origine après 129 ans passés en France. Une cérémonie officielle d'accueil a été organisée à cet effet au Palais de la République. Les membres du gouvernement se sont réunis comme tous les mercredis à la présidence de la République pour le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Le point dans cette édition. Hors de nos frontières, en Éthiopie, les forces gouvernementales et fronts de libération du peuple tigré s'affrontent depuis près d'un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU est inquiet face au risque d'escalade du conflit et de catastrophes humanitaires. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Un 10 novembre historique pour le Bénin. Les 26 trésors royaux pillés par la France sont arrivés à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty cet après-midi à bord d'un avion cargo sous la supervision des ministres Jean-Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts et Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères. Comme vous le voyez, bien sûr, sur ces images, les trésors royaux ont été ensuite transportés à la présidence de la République pour une cérémonie solennelle d'accueil en présence du chef de l'État, des personnalités politiques et des têtes couronnées. Le président de la République, Patrice Talon, dans son discours plein d'émotion, a exprimé toute sa joie de vivre de retour de ce qu'il appelle notre identité. On l'écoute au micro de nos confrères de l'ORTB. Du témoignage de ce que nous avons été, du témoignage de ce que nous avons existé avant, le témoignage de ce que nous avons connu, la grandeur. Mais comme l'histoire du monde, l'histoire des communautés humaines, dans leur évolution, a toujours confronté les uns aux autres. Il n'y a pas de honte à nous rappeler que la déportation des reliques de notre grandeur hors du territoire du Bénin par suite de la force matérielle, technologique de l'envahisseur français que cette déportation qui, au-delà du Bénin, du territoire du Bénin, s'est manifestée partout ailleurs dans le monde, d'une manière ou d'une autre, pour les uns contre les autres, que cela relève également de l'histoire de l'humanité. Juste avant la cérémonie officielle de réception des trésors royaux à la présidence de la République, le ministre Jean-Michel Abimbola, sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou, s'est prononcé. Pour lui, c'est un jour heureux et un jour de liesse pour tous les Béninois. Je vous invite à suivre ses propos. C'est une nouvelle page de l'histoire de la coopération entre la France et le Bénin, entre le Bénin et la France, mais c'est surtout le départ d'une politique de développement patrimonial et culturel. Et les avoir vus là-bas comme une cérémonie d'adieu aux Gaulois, c'était également une bonne chose, parce que après tout, ils nous ont gardé ces œuvres en bon état pendant 129 ans. C'est vrai que ce n'était pas ce qu'on souhaitait, mais c'était un fait. Et nous avons constaté qu'ils ont fait ces efforts-là. Aujourd'hui, les œuvres sont ici, vous voyez, les œuvres viennent d'arriver, et c'est une renaissance. C'est une renaissance pour la culture béninoise.
c'est un nouveau souffle pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine. Ce que nous sommes en train de vivre, sans peut-être nous en rendre compte, à la minute, à l'instant, nous sommes en train de vivre des moments absolument historiques et toute l'Afrique, et j'ose dire, le monde nous regarde. Et nous allons démontrer une fois encore que le Bénin est exemplaire. Nous allons démontrer que le Bénin est un pays qui gagne à être connu. Nous allons démontrer que le Bénin participe à l'universel. Nous allons démontrer que le Bénin et l'Afrique ont une civilisation qui peut contribuer au progrès de l'humanité. Et ici, nous avons ces œuvres qui viennent d'arriver, ces 26 œuvres. Et ces 26 œuvres, c'est vrai, nous les avons vues au musée du Quai Branly pendant la semaine culturelle. Ici, les œuvres arrivent et vont aller tout à l'heure à la présidence de la République et seront en acclimatation, donc dans les caisses. Les œuvres ne seront pas ouvertes, les œuvres seront dans les caisses et en acclimatation pendant 2 mois. Et dans 2 mois, ces œuvres, évidemment, seront exposées à la présidence de la République pour que tous les Béninois, tous les visiteurs, que le monde entier puisse venir les découvrir dans ce lieu tellement symbolique, ce lieu qui représente la République, qui représente la nation. Les œuvres sont parties d'un royaume, les œuvres viennent dans une république, les œuvres sont parties d'une royauté et les œuvres viennent aujourd'hui pour la nation béninoise, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est un patrimoine qui est commun et ce patrimoine va cimenter justement la fierté béninoise, la nation béninoise. C'est un jour heureux, c'est un jour d'émotion. Et je voudrais une fois encore remercier l'ensemble des Béninois pour leur enthousiasme, pour leur mobilisation. Vous venez donc de suivre le ministre Jean-Michel Abimbola au micro de nos confrères de l'ORTB et plus précisément de Serge Ayaka. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment le décret portant classement de biens culturels au patrimoine culturel national après la signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Le cadre général de gestion des investissements publics, la nomination de membres du conseil d'administration du centre de gestion des réserves de faune, la nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, l'adoption de la politique nationale de maîtrise d'énergie pour la période 2021-2030. Nous reviendrons sur le compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement dans nos prochaines éditions. Autre information, dans ce 19h, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique a lancé hier à Cotonou une campagne de sensibilisation sur les médicaments contrefaits. Objectif, s'appuyer sur la jeunesse pour faire comprendre tout ce que le trafic de ces produits soutenus par l'automédication détruit au sein de nos populations. Frédéric Espoir-Oumambou pour le compte-rendu. Véritable fléau en Afrique en général et au Bénin en particulier, les médicaments contrefaits et les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés constituent de fortes menaces pour les populations. Et le docteur Mamadou Aruna Djengare, représentant résident de l'OMS, insiste là-dessus. Les produits médicaux de qualité inférieure falsifiés menacent gravement le droit à la vie tel qu'il est consacré par différents instruments internationaux relatifs aux droits de la personne. La circulation des produits de qualité inférieure et falsifiés n'épargne aucun continent et leur existence met en péril tous les efforts en santé et sape les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. C'est donc pour renforcer la lutte déjà entreprise contre la prolifération de ces produits que l'Agence béninoise de la régulation pharmaceutique a décidé de cette campagne de sensibilisation. Une campagne qui met l'accent sur les dangers de pareils produits sous nos cieux. Face à la multiplicité des modes opératoires utilisés par ces trafiquants, avec des méthodes de plus en plus novatrices, il urge que la mobilisation contre ce fléau soit renforcée. C'est donc à juste titre que cette campagne de sensibilisation mettant en avant la jeunesse dans la recherche de solutions à ce fléau trouve tout son intérêt.
En ouvrant officiellement les travaux de cette campagne, le secrétaire général adjoint, représentant le ministre de la Santé, a insisté sur les actions importantes sur lesquelles la dite campagne va s'appuyer. Renforcer la participation des communautés au débat public sur les dangers liés à l'automédication et au trafic des produits de santé de qualité inférieure et falsifiés pour un changement de comportement. Ensuite, informer et sensibiliser les populations sur les dangers des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés à travers des émissions radio-télévisées, des débats sur les médias publics et privés et les radios communautaires. Il s'agira enfin d'impliquer les associations des jeunes dans le processus de lutte contre la contrefaçon et le marché illicite des médicaments. Rappelons qu'au cours du lancement de cette campagne de sensibilisation, il a été procédé à la remise de prix aux lauréats du jeu concours initié dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des médicaments. Les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises étaient en conclave pour faire le bilan des travaux effectués ces 3 derniers mois. Une assise qui fait suite à la revue au 2e trimestre du plan de travail de l'année en cours. Occasion pour le ministre Modeste Kérékou, ministre bien sûr de tutelle, de rappeler le niveau d'exécution du PTA depuis sa mise en œuvre. Suivez le reportage de Carole Olaye. Les responsables à divers niveaux du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sont confrontés aux mêmes exercices qu'au 2e trimestre de l'année en cours. Ils revisitent les tâches exécutées ou non, mais prévues pour le compte de ces 3 derniers mois, conformément à leur plan de travail annuel. Les évaluations faites par les équipes de préparation de cette revue à fin septembre 2021 estime le taux d'exécution physique TEP à 46,98%, le taux d'exécution financière TEP base engagement à 48,42% et base ordonnancement à 38,32%, contre respectivement 44,91%, 72,24% et 69,50% pour la même période en 2020. Il en résulte donc, pour ce qui concerne la période sous revue, une légère amélioration sur le plan physique et, par contre, une contre-performance sur le plan financier par rapport au 3e trimestre de 2020. C'est donc à juste titre que les participants à cette rencontre vont s'appesantir sur les difficultés rencontrées, les solutions au goulot d'étranglement, mais aussi sur l'élaboration du plan annuel de travail 2022. C'est donc une occasion pour nous de regarder de façon beaucoup plus pointue les mesures urgentes à retenir et à mettre en œuvre afin d'impacter positivement toutes les cibles, surtout celles qui ne le sont pas encore. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a donc invité ses collaborateurs à prendre des dispositions idoines afin de pallier ces contre-performances enregistrées. Alors à présent, à Koulekamé, où la direction départementale de l'industrie et du commerce Monokoufo a procédé hier à la restitution d'une enquête économique sur les instruments de mesure utilisés dans la commercialisation des produits agricoles au Bénin. C'était au cours d'un atelier qui a réuni à Koulekamé des acteurs du secteur agricole et commercial. Le compte-rendu, c'est avec Jonas Bouchi. Promouvoir l'utilisation des balances dans les marchés. Cet atelier annonce les prémices de l'introduction des instruments de mesure aux normes internationales dans la commercialisation des produits agricoles au Bénin. D'après le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Monokoufo, cette nécessité de l'usage des mesures standards s'est fait ressentir suite à une enquête dans nos marchés. Cette enquête fait suite au constat que plusieurs instruments de mesure
connus sous des appellations diverses sont utilisés dans la commercialisation des produits agricoles au mépris des pratiques internationalement admises. Les différents instruments de mesure jusque-là utilisés dans les transactions des produits agricoles, notamment les produits vivriers, ne sont pas de nature à protéger les intérêts des consommateurs. On s'achemine donc vers la fin du choix des mesures de vente des produits agricoles à la seule convenance des acheteurs. L'agriculture est une activité qui nourrit son homme. Du moins, elle devrait nourrir son homme. Mais pour que cela soit ainsi, les produits agricoles doivent être commercialisés selon les règles comprises et acceptées par toutes les parties. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Quel est l'état des lieux de ces instruments de mesure dans nos marchés? C'est donc à cette question que la direction départementale de l'industrie et du commerce a voulu que nous apportons des solutions. Après les bonnes performances de l'agriculture béninoise, le gouvernement s'attelle à ce que les agriculteurs en profitent au maximum pour davantage les motiver à maintenir le cap et surtout pour inciter les jeunes à venir à l'agriculture. Le défi à relever dans le secteur de l'agriculture n'est plus celui de la production, mais plutôt celui de la commercialisation. Si le paysan ne tire pas de profit de son travail, il ne peut être motivé à continuer. Les initiatives visant à amener les jeunes vers l'entrepreneuriat agricole seront des vœux inutiles. Le signal est ainsi donné pour la révolution commerciale des produits agricoles au Bénin et le département du Koufo se propose d'en être le porte-flambeau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vous le savez, exige la libération de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Au terme de la rencontre à Accra le 7 novembre dernier, Ousmane Rabiaka Diallo, analyste politique guinéen, s'insurge contre la CEDEAO et demande que les chefs d'État laissent la Guinée aux Guinéens. Suivons Ousmane Rabiaka Diallo au micro de Laurent Roland Toningues. La junte militaire au pouvoir en Guinée-Conakry doit impérativement libérer l'ancien président Alpha Condé déchu après le coup d'État du 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya. Cette demande de libération fait partie des principales décisions issues du conclave des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu à Accra le 7 novembre dernier. Une décision que n'approuve pas Ousmane Rabiaka Diallo, analyste politique guinéen vivant au Bénin. Vous savez, le ridicule ne tue pas. La CEDEAO, ce n'est pas à la CEDEAO de dicter ses ordres à la Guinée. C'est au peuple de Guinée de décider ce qu'il faut pour la Guinée. Et je pense aujourd'hui que la CEDEAO cherche un alibi où la CEDEAO cherche à ne pas lâcher le professeur Alpha Condé. Sinon, ils savent que les carottes sont déjà cuites pour le professeur Alpha Condé. Alpha Condé, au terme de ses deux mandats constitutionnels, avait tout mis en œuvre pour briguer un troisième mandat à polémique. Une période au cours de laquelle la CEDEAO avait brillé par son silence, livrant les Guinéens à leur sort. Ousmane Rabiaka Diallo se demande si c'est une CEDEAO des peuples ou une CEDEAO des copains. Les populations africaines, le peuple africain doit se poser la question de savoir est-ce une CEDEAO, nous avions affaire avec une CEDEAO, communauté des chefs d'État, où il y a des coquins et des copains qui se rencontrent pour décider de l'avenir de l'Afrique, ou bien c'est une CEDEAO au service du peuple africain. Alors moi je pense que la CEDEAO doit savoir raison garder. Quand le professeur Alpha Condé tripatouillait la constitution guinéenne, quand le professeur Alpha Condé s'entêtait à briguer un troisième mandat, la CEDEAO était où? Le peuple de Guinée s'était manifesté, le peuple de Guinée ne voulait pas que le professeur Alpha Condé brigue un troisième mandat, mais le professeur s'est entêté et la CEDEAO n'a rien fait. Ce n'est pas maintenant que la Guinée a pris son destin en main et ils ont changé le régime Alpha Condé, que les gens vont dire ceci, c'est cela, ou bien la CEDEAO va intervenir pour dire à la Guinée ce que la Guinée doit faire. Non. Les sanctions durcies contre la Guinée-Conakry n'inquiètent guère Ousmane Rabiaka Diallo. Je pense que le CNRD aujourd'hui, à sa tête, le colonel président Mamadi Doumbouya, franchement, le peuple de Guinée est très content du colonel
parce que le colonel a libéré le peuple de Guinée. C'est les libérateurs. Et aujourd'hui, nous voulons que la CEDEAO reste à marge de la situation de la Guinée pour que les Guinéens trouvent la solution en guinéen. Donc je pense que si la CEDEAO veut intervenir ou devait intervenir, la CEDEAO devait pouvoir faire fléchir le professeur Alpha Condé à ne pas briguer un troisième mandat. Le colonel Mamadi Doumbouya, ayant promis ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles dans son pays, Ansoumana Rabiaka Diallo considérait qu'il faut lui faire confiance et le laisser accomplir sa mission de retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 5 septembre 2021. Avant de passer à la page internationale, retenez que le sélectionneur béninois Michel Dussier était face aux hommes des médias cet après-midi. Il s'agissait pour lui de présenter aux Béninois le niveau de préparation de son équipe pour le match retour Bénin-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil de sécurité de l'ONU est inquiet face au risque d'escalade du conflit et de catastrophes humanitaires en Éthiopie. À la réunion hier après-midi, les discussions ont porté sur les rebelles tigréens appuyés par le groupe armé de l'ethnie Oromo qui menace de marcher sur la capitale. Notons que les forces gouvernementales et Front de libération du peuple tigré s'affrontent depuis près d'1 an. Les détails avec nos confrères de RT France. Dans un pays de plus de 110 millions d'habitants, de plus de 90 groupes ethniques différents et de 80 langues, personne ne peut prédire ce que la poursuite des combats et de l'insécurité entraînera. Mais soyons clairs, ce qui est certain, c'est que le risque que l'Éthiopie sombre dans une guerre civile de plus en plus étendue n'est que trop réel. Nous rappelons à toutes les personnes concernées qu'il n'y a pas deux partis ici. Il y a un gouvernement qui représente la volonté du peuple éthiopien et qui représente l'État éthiopien. Et il y a un groupe qui fait avancer sa cause criminelle par des atrocités. Toute tentative, y compris la campagne médiatique à laquelle nous avons assisté ces derniers jours, de blanchir le TPLF et de diminuer l'horreur qu'il a commise contre le peuple éthiopien ne sera que contre-productive. Nous réitérons notre appel aux partisans de ce groupe qui lui ont fourni du matériel de communication, des informations par satellite, des armes et même des combattants pour qu'ils renoncent à cette pratique. Il s'agit non seulement d'un acte illégal, mais aussi d'un acte immoral. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à demain.